Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Trajectoire, l'émission du podcast Objectif Tech qui raconte la transformation numérique des entreprises à l'ère de la convergence des technologies. Aujourd'hui, un épisode au cœur d'un enjeu majeur, la souveraineté numérique européenne. Alors que nous dépendons encore majoritairement de fournisseurs non européens, peut-on encore parler d'indépendance technologique ? Comment construire des alternatives crédibles, performantes et souveraines à l'heure où les données sont devenues l'or noir du XXIe siècle ? Pour en parler, nous recevons un acteur clé de cette transformation, Shabsvision. Créée en 2019, cette entreprise française vise à se placer comme alternative crédible à ses concurrents américains, incarnant cette ambition européenne de reconquête technologique. Avec nous en plateau, Alexia Gaudron, Team Lead Platform Data & AI, nous aide à mieux comprendre comment bâtir une technologie européenne de confiance. Trajectoire, une émission présentée par Delphine Le Garlès. Bonjour Alexia, et merci d'être avec nous. Bonjour Delphine, merci pour l'invitation. Est-ce que j'ai correctement présenté Shabsvision en intro ou est-ce qu'il y a des éléments que tu aimerais préciser ou ajouter sur votre mission ? Non, tout est bon. En effet, sur ce sujet de la souveraineté, Shabsvision a à cœur de développer des sujets et des solutions souveraines. C'est au cœur de son ADN depuis le début de la création du groupe en 2019. Voilà, donc un sujet particulièrement d'intérêt pour notre groupe. Alexia, commençons par une question fondamentale. Dans un monde où les composants électroniques viennent principalement d'Asie, où les clouds sont majoritairement américains, est-ce qu'on peut encore parler d'indépendance technologique ou est-ce qu'on se berce d'illusions ? Très bonne question. Tout d'abord, il faut revenir à la définition d'un monde globalisé qui désigne un système dans lequel les pays, les économies, les sociétés sont interconnectés et interdépendants à une échelle mondiale. Donc, la globalisation contemporaine, elle a surtout démarré dans les années 70-80 avec des avancées technologiques, dont l'informatique et Internet. Les politiques de libéralisation économique avec moins de barrières douanières, ainsi que la montée en puissance des firmes multinationales. Nous pourrions dire donc que depuis ces années 70-80, les données ont été en quasi-libre circulation. Or, détenir les données signifie aujourd'hui détenir la connaissance, d'une certaine manière le pouvoir. Comme tu l'as dit, en parlant des terres rares, nous observons aujourd'hui la compétition sino-américaine pour contrôler les infrastructures numériques. Donc les terres rares sont en effet nécessaires à la construction des composants électroniques et sont donc les matières premières de l'économie du numérique. Nous avons également le retour de Trump à la tête des États-Unis, ces annonces sur les hausses de taxes douanières qui remettent finalement en cause le principe même de globalisation. Dans le contexte qui pourrait s'orienter finalement à une démondialisation, les entreprises reviennent à ce principe de souveraineté et en premier lieu sur les données qui ont pris une place de premier rang depuis le développement du secteur numérique. Donc aujourd'hui, l'indépendance de la donnée est un challenge et nous pouvons aujourd'hui remonter ce challenge, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années encore. Oui, c'est un sujet éminemment géopolitique, finalement, la souveraineté des données et du numérique. Mais concrètement, quand on parle de souveraineté technologique, dans ce contexte spécifique à la donnée, de quoi est-ce qu'on parle ? Est-ce que c'est juste une question de localisation géographique des serveurs, parce qu'on avait parlé de ça, notamment nous, à propos du cloud, ou est-ce qu'il y a des dimensions plus subtiles qu'on n'a pas en tête ? Ça va en effet plus loin. La souveraineté des données, ça désigne le droit et la capacité d'une personne, qu'elle soit physique ou morale, également les entreprises et administrations, à contrôler, gérer et posséder ces données personnelles. Nos données, elles ont longtemps été stockées sur des serveurs d'entreprises étrangères, notamment américaines avec les GAFAM, Google, Amazon, pour ne citer que. Or, qui dit utilisation des données sur des solutions étrangères ou hébergement sur des serveurs étrangers, même basés en France, dit application des lois extraterritoriales ou du cadre réglementaire de ces pays tiers. Donc, cela revient à un transfert de la souveraineté des données.
Donc nous pouvons citer certaines lois américaines notamment qui peuvent s'appliquer, le FISA, le Patriot Act, le Cloud Act. Et il faut bien avoir en tête que le Cloud Act notamment permet à l'administration américaine de pouvoir récupérer les données sur les serveurs qui sont hébergés par des entreprises américaines, et ce n'est pas que la localisation des serveurs. Et les entreprises françaises aujourd'hui ont pris conscience qu'il fallait déjà aller relocaliser, mais finalement avoir les données hébergées sur des serveurs français, ce n'est pas suffisant, parce que si ces serveurs sont détenus par des entreprises américaines, alors il y a toujours application de ces lois. Au-delà de ces droits fondamentaux de la souveraineté des données, les données, elles constituent aujourd'hui un actif stratégique immatériel sur lequel repose la stabilité des modèles démocratiques. Donc, nous pourrions revenir, par exemple, à l'affaire Cambridge Analytica de 2018, où il y a eu instrumentalisation des données personnelles utilisées notamment sur certains réseaux sociaux à des fins électorales. Donc, ça va plus loin que juste la localisation des données sur les serveurs. Et n'oublions pas que notre souveraineté technologique, elle est sous pression constante d'ingérences étrangères concurrentes pour qui les données sont une cible de choix. Et donc dans ce contexte, la bonne gouvernance des données est une condition nécessaire à la souveraineté technologique. Donc cette souveraineté, elle passe par le stockage, le contrôle et la gestion des données sur des solutions françaises ou européennes. Et justement, est-ce que tu peux nous partager les cas d'usage les plus critiques que vous adressez aujourd'hui ? Alors, nous avons de nombreux clients sur le secteur public qui traitent des données critiques qui peuvent toucher au sujet d'enquêtes sensibles, par exemple, et qui ont besoin de pouvoir sécuriser, stocker et analyser des données de manière inviolable et transparente. Leurs analyses, elles nécessitent de pouvoir travailler sur une plateforme ou une suite logicielle robuste, capable de traiter des milliards de données. Et notre solution, elle permet également de travailler en temps réel pour répondre le plus rapidement possible aux questions que se posent les analystes sur leurs investigations. Pour l'un de nos clients, l'un des projets finalement a pu voir le jour avec l'impulsion du gouvernement et a permis d'initier le transfert de solutions étrangères vers notre solution souveraine. Nous avons également des clients côté entreprise, notamment le secteur bancaire. Donc nous apportons notre expertise sur les sujets de fraude, financement du terrorisme ou encore la lutte contre le blanchiment d'argent, avec des clients qui utilisaient jusqu'à présent plusieurs solutions non interopérables. Et donc aujourd'hui, ils peuvent travailler d'une nouvelle manière, plus rapidement, de manière collaborative. Et donc cette notion de souveraineté, nous la retrouvons chez nos clients quasiment sur tous nos projets aujourd'hui, que ce soit côté public et administration et également du côté des entreprises. C'est au cœur des discussions chez nos prospects et bien souvent finalement un critère de décision qui arrive en haut de l'échelle, et c'est parfois un prérequis avant même de pouvoir parler des fonctionnalités de telle ou telle solution sur un projet qui démarrait. Et tu parlais justement de régulation, on a parlé des régulations des pays tiers comme le Cloud Act, mais en Europe on a aussi la RGPD qui a maintenant 6 ans, la DSA qui est rentrée en application en février 2024 avec des amendes pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial des entreprises. Est-ce que ces réglementations européennes, c'est vraiment des leviers efficaces pour pousser à plus de souveraineté, ou est-ce que finalement ça n'a pas tant d'impact ? Alors, ces politiques publiques, ces régulations sont un levier. Nous avons le RGPD, qui est entré en vigueur en 2018 et qui permet d'affirmer aujourd'hui l'autorité réglementaire de l'UE sur son territoire numérique. Le DSA pour contrôler et avoir plus de transparence sur les algorithmes des grandes plateformes, les GAFAM. Nous avons également le DGA. Je m'arrêterai plus longuement sur le DORA qui, lui, est entré en vigueur en janvier 2025 et qui est intéressant pour finalement protéger des risques informatiques et cyber, notamment chez les prestataires de solutions, donc prestataires cloud, logiciels, data center, qui, eux, jouent un rôle clé dans la chaîne de la souveraineté pour le stockage des données.
Cette initiative, elle rejoint finalement celle du cloud souverain que nous avons aujourd'hui en France, qui est validée par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui vise à garantir un haut niveau de sécurité, de confidentialité et de contrôle des données critiques. En 2015, tout le monde considérait que le cloud souverain était mort, et finalement, 10 ans plus tard, le sujet revient sur la table avec des solutions souveraines compétitives, et ça, je pense que c'est grâce à ces politiques publiques qu'on a pu réimpulser finalement l'innovation et d'avoir aujourd'hui des solutions qui peuvent concurrencer les solutions étrangères. Les politiques publiques, elles encouragent l'investissement donc dans les technologies stratégiques. Oui, finalement, c'est ramener des fonds et des emplois pour aussi rester compétitifs et innovants en Europe. Alexia, je te propose une petite chronique, une chronique sans langue de bois. Une étude récente montre que les entreprises européennes plébiscitent des solutions souveraines, mais ne les utilisent pas. Seuls 11% des entreprises françaises ont adopté des outils souverains. Concrètement, quand tu rencontres un DSI ou un décideur, quels sont les vrais freins que tu entends ? Est-ce que c'est le prix, la performance, la peur, le changement ? Et on est sans langue de bois. Donc, en effet, de telles solutions capables de gérer l'ensemble des données des administrations ou des entreprises ont bien entendu un coût. Et dans le contexte économique que nous connaissons, la décision de changer l'existant qui parfois est installé depuis de nombreuses années, de changer les habitudes, c'est parfois une décision qui peut être difficile à prendre, en tout cas qui n'est pas prise à la légère chez les décideurs que nous rencontrons aujourd'hui sur nos projets. Nous accompagnons le changement quotidiennement chez nos clients. Les habitudes sont parfois dures à changer, mais lorsque nous leur montrons finalement l'étendue des possibilités, le gain de temps et le désilotage des informations pour un travail amélioré et collaboratif, finalement, on arrive à initier ce mouvement et à déployer nos solutions. Le défi, pour moi, le plus important, en effet, c'est peut-être auprès des directions des systèmes d'information, les DSI, avec souvent de nombreuses contraintes pour mettre en place de nouvelles solutions. Donc c'est une bonne chose parce que les entreprises se sécurisent, ont des systèmes d'information robustes, mais ils peuvent ralentir le déploiement des projets. Et lié finalement à ces contraintes des DSI, il y a le challenge de la fragmentation des données à ne pas négliger. Donc aujourd'hui, les entreprises ont encore finalement de nombreux systèmes qui sont silotés. Et donc il y a vraiment ce challenge de pouvoir rassembler tous les différents systèmes dans un système unifié, dans une solution logicielle souveraine. Et donc c'est un chantier sur lequel nous nous attelons. Question cruciale. Comment fait-on pour concilier innovation technologique, performance et exigence de souveraineté ? Parce qu'il faut être honnête, les utilisateurs veulent des services qui fonctionnent et pas forcément des services français. Alors comment fait-on pour gérer cet équilibre ? Grande question. La souveraineté numérique, comme je le disais, c'est vraiment au cœur de l'ADN de Chavvision et elle nous oblige à l'excellence technique. Car pour tendre vers la souveraineté des entreprises et administrations françaises et européennes, il faut que les solutions comme les nôtres soient largement adoptées. Donc, il faut être à la pointe du progrès technique et de la performance. Donc, ça passe par de l'innovation. Ça passe également par des rachats de solutions qui sont déjà bien établies sur le secteur pour être toujours à la pointe des technologies et puis de pouvoir construire toutes les briques logicielles dont nous avons besoin pour les projets chez nos clients. Finalement, avec ces progrès technologiques, cette performance, il faut penser dès la conception
des produits aux exigences imposées par les politiques publiques. Donc voilà, ce sont des exigences prises en compte dès le début. C'est comme la cybersécurité, c'est by design. Exactement, privacy avant by design. Voilà, et notamment sur la gestion des droits d'accès, en fonction de, bien entendu, la sensibilité des projets et des données traitées par nos clients aujourd'hui. Donc finalement, ça passe par un développement de la R&D, une coopération étroite avec le secteur public, avec les entreprises, avec nos partenaires, que ce soit en France ou au niveau européen. Et finalement, en prenant le problème à l'inverse, la solution logicielle qui ne serait pas innovante ni performante ne serait pas souveraine car non compétitive. Voilà, donc ce sont des valeurs fondamentales chez Chef Vision, au même titre que l'excellence et l'indépendance des données. Et pour finir, Alexia, si on se projette dans 5 ans, tu penses qu'on sera toujours en train de se battre pour convaincre de l'importance de cette souveraineté numérique, ou est-ce que tu sens que vraiment on se lance dans un vrai basculement ? Je dirais que le mouvement, il est initié, il est en marche. Il reste encore un long chemin à parcourir, des habitudes à changer. Je dirais, de mon point de vue, que ça prendra un petit peu plus que 5 ans. Mais je pense que grâce aux réglementations, aux politiques publiques, et puis finalement dans le contexte géopolitique que nous connaissons, il va vraiment y avoir une multiplication des efforts auprès des administrations et entreprises françaises pour revenir à cette souveraineté des données. Merci beaucoup Alexia pour tes réponses. Merci à toi. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à Objectif Tech sur votre plateforme de streaming préférée pour ne manquer aucun épisode. À très vite pour une nouvelle émission.